Coucou, bonjour chers abonnés, ici Seda. Nous sommes là pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous retournons dans une histoire de meurtre. Voilà, une histoire de meurtre vraiment atroce. Donc, en attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un j'aime même si vous n'avez pas encore écouté l'histoire, mais je sais que vous allez aimer. Nous raconter l'histoire tout de suite après le générique. Générique. Alors, nous sommes en janvier 1999 au Japon. Ino Shino est une jeune fille de 21 ans et est étudiante, tandis que Kumatsu est entrepreneur de 23 ans. Du moins, c'est ce qu'il raconte quand il croise la jeune fille. Les deux marchent dans la rue et se rencontrent. Le jeune garçon Kumatsu est attiré par la jeune fille qui est vraiment belle, mais Ino de son côté n'est pas attiré plus que ça par lui parce que c'est un garçon banal, du moins physiquement. Alors le jeune homme se présente, il se présente comme étant Kumatsu, âgé de 23 ans et entrepreneur. Il entreprend dans l'immobilier, dans l'automobile et dans les métaux précieux. Alors là, ouais, il a marqué fort parce qu'il attire l'attention de la jeune fille. Quand on parle d'argent, généralement, voilà quoi, elles sont attirées. Donc, elle s'intéresse, elle commence à s'intéresser à lui, mais au fond d'elle, elle ne l'aime pas. En même temps, elle se dit, il serait idiot de laisser partir un jeune homme aussi talentueux, surtout avec beaucoup d'argent, juste parce qu'il n'y a pas de sentiments. Les sentiments peuvent venir après. Ils peuvent commencer une relation, puis au fur et à mesure, peut-être que ces sentiments vont se développer. Donc, c'est ce qu'il commence à faire, c'est ce qu'elle commence à faire. Le jeune homme l'invite une fois, deux fois, trois fois. Ils ont plusieurs rendez-vous et il l'invite dans des coins vraiment chics, dans des coins luxueux et tout. Et franchement, elle mène sa belle vie, la best life. Mais malgré ça, elle n'aime toujours pas. Elle n'a pas de sentiments. Au bout du 5e rendez-vous, le jeune homme décide de lui offrir un cadeau. Pas n'importe quel cadeau. Il s'agit d'un cadeau très cher et de marque Louis Vuitton. Et là, la jeune fille va se sentir vraiment gênée. Elle se dit, mais non, oui, c'est vrai qu'elle aime les trucs luxueux, elle aime l'argent. Mais franchement, ce cadeau, elle ne peut pas l'accepter. Il est beaucoup trop coûteux et beaucoup trop cher pour qu'elle accepte, surtout qu'elle ne l'aime pas. Et là, en fait, il y a un sentiment de culpabilité beaucoup plus qui naît. Donc, elle refuse le cadeau, elle tente de refuser le cadeau. Mais le jeune homme lui dit qu'elle n'a pas intérêt à refuser ce cadeau parce que si elle refuse, elle comprendra que elle abuse de lui, de son argent. Donc, voilà. Un peu paradoxal, mais elle décide d'accepter le cadeau. Après ça, plusieurs cadeaux s'en suivent, des cadeaux tout aussi chers l'un que l'autre. Et elles se sent de plus en plus gênées. Elles tentent même de renvoyer les cadeaux, mais le jeune homme refuse. Et pas seulement ça, en plus des cadeaux vraiment coûteux, dont elle ne veut plus, dont elle ne veut pas, dont elle n'a jamais voulu, le jeune homme commence de plus en plus à être encombrant. Il ne l'appelle plus juste au téléphone pour la voir, mais il va jusqu'à chez elle pour l'appeler. Il entre, il appelle et tout. Et là, elle commence à se sentir encombrée, envahie. Elle tente de le quitter une première fois, mais là, il la menace. Il lui dit que si elle essaie de le quitter, il va menacer sa famille et va blesser son petit frère qui est au primaire. Ne voulant pas mettre en danger sa famille, la jeune fille abdique et décide donc de rester avec lui. D'encore supporter de rester avec lui. Mais entre-temps, le 23 mars 1999, elle décide d'en parler à son amie, à une amie qui est vraiment très proche d'elle. Elle lui explique ses craintes, sa peur et tout. Et là, laissez-moi vous dire que sa crainte est vraiment justifiée parce que le jeune garçon a menti sur son identité dès le début. Et oui, il a menti. Il n'est pas celui qu'elle croit être. Il a menti non seulement sur son âge, il a dit qu'il avait 23 ans, mais en réalité, il a 26 ans. Il n'est pas jeune entrepreneur qui travaille dans l'immobilier, l'automobile et dans les métaux précieux. Au contraire, il fait des affaires un peu louches. Il travaille en partenariat avec des salons de massage de la ville dans lesquels il ne se passe pas uniquement des massages. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc là, la jeune fille, elle n'est pas au courant de ça. Et elle en parle à son amie. Le 30 mars 1999, elle décide d'écrire son testament. Elle a l'impression, la forte impression qu'elle va mourir ou qu'un truc dangereux
va lui arriver. Parce que c'est la seule explication que nous pouvons donner au fait qu'elle écrive un testament. Donc, elle écrit un testament. Et le 14 juin 1999, elle a un rendez-vous avec son copain. Je ne sais pas si c'est déjà copain. Bref, elle a un rendez-vous avec le jeune Komatsu dans un café. Et là, il décide de prendre son courage à deux mains et de lui informer qu'après ce rendez-vous, ils ne se reverront plus parce qu'elle le quitte. En notre jargon, elle le braque. Et là, le jeune homme ne va pas supporter. Sur le champ, il ne va rien dire. La jeune fille va rentrer à la maison, sauf qu'il va revenir avec son frère le soir. Il va atterrir chez la jeune fille. Il va commencer à menacer la jeune fille, à insulter la jeune fille, la traitant de profiteuse, la traitant de fille aux mœurs légères, de fille facile et tout ce qu'il y a qui va avec. Ils vont même insulter le père de la jeune fille qui va rentrer le soir et le menacer. Le père va garder son sang-froid, va chasser les garçons et va leur dire de reprendre tous leurs cadeaux avec eux. Mais ils vont refuser, leur disant qu'ils ne veulent pas les cadeaux. Ils vont partir et entre-temps, la jeune fille va prendre son téléphone avec lequel elle avait enregistré toute la conversation, toutes les menaces pour aller avec à la police. Elle ira donc à la police, elle va arriver avec ça à la police et la police a écouté tout ce qui se trouve dans l'enregistrement, seulement la police ne va rien faire, disant qu'il n'y a pas de preuves et que ça, ce n'est pas une preuve palpable pour commencer à mener des enquêtes ou pour protéger la jeune Ino qui est visiblement en danger. Elle va donc retourner à la maison et pourra rien Ensuite, faire. La jeune fille va recevoir un appel d'une certaine Tanakwa le lendemain de sa visite chez la police qui va lui demander d'envoyer les cadeaux, tous les cadeaux qu'elle a reçus. Elle ne va pas le faire sur le champ. Après cet appel, va s'en suivre près de 60 appels silencieux. Au bout du 60e appel silencieux, la jeune fille va partir avec son téléphone à la police pour lui montrer tous les appels. Elle n'ira pas seule, elle ira avec son père. Quand elle arrive avec son père, la police ne va pas prendre cette affaire au sérieux. Va dire à la jeune fille qu'elle n'avait qu'à ne pas avoir des goûts de luxe et sortir avec ce jeune homme, finit d'accepter ses luxueux cadeaux pour ensuite le quitter. Donc du coup, la police ne fait rien. Après ça, ils partent donc voir un cabinet juridique gratuit pour leur présenter le problème. Et là-bas, l'avocat leur dit la même chose. L'avocat leur dit qu'elle a reçu beaucoup trop de cadeaux. Et donc, l'avocat refuse de prendre l'affaire de la jeune fille en main. Elle se retrouve donc là, sans personne pour l'aider, sans personne pour la défendre et de plus en plus en danger. Elle rentre à la maison. Le lendemain, le jeune homme, son ex-petite amie, va l'appeler et va lui dire, va exiger qu'ils se remettent ensemble. Ino va refuser, va lui dire qu'elle est partie voir la police, chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Le jeune homme entre dans une colère noire et là, il décide de passer à la Le petit frère du jeune Komatsu va contacter l'un des directeurs des salons de massage avec qui ils avaient eu à travailler et va leur présenter le dossier Ino. Va lui demander de tuer la jeune fille pour 20 millions de yens. Un contrat que le directeur va signer très rapidement et à son tour va chercher 2 jeunes garçons pour pouvoir tuer la jeune fille. Entre-temps, le 5 juillet 1999, le jeune homme Komatsu décide de quitter la ville pour se construire un alibi. Il ne sera donc pas là quand le meurtre va se passer. Ainsi, la police ne pourra pas jeter ses regards sur lui, ou même si la police jette ses regards sur lui, il dira tout simplement qu'il était en voyage et ça sera vérifié. Donc, il quitte la ville et pendant les 4 mois qui suivent, les parents, la famille d'Ino ne fait que se faire harceler. On colle des affiches partout, insultant la jeune fille et le père. Ils partent même dans le lieu du travail du père pour insulter la jeune fille, partager des posters à ces gens-là, les coller partout dans l'affiche, la traitant de prostituées, d'escrocs et tout. Et n'en pouvant plus, ils décident de repartir voir la police en leur montrant toutes ces campagnes de diffamation. Mais la police prend plutôt peur et décide de ne pas poursuivre, de faire disparaître leur dossier, de peur que leur nom ne soit entaché. Le nom de la police, bien évidemment, parce qu'ils ont négligé cette affaire. Donc, ils préfèrent plutôt se taire, cacher le dossier pour qu'on n'en parle pas, pour qu'on ne dise pas qu'ils avaient prévenu et la police a négligé. La jeune fille, bien évidemment, a renvoyé les cadeaux
avait envoyé les cadeaux, tous ces cadeaux luxueux. Entre-temps, les deux jeunes qui avaient été contactés pour tuer la jeune Ino ont suivi la jeune Ino, regardé où elle habitait, retenu la localisation et la suivaient de plus en plus jusqu'à ce que le 26 octobre, un 26 octobre après-midi, la jeune Ino, sortait de sa maison avec un vélo, s'est mise à aller à vélo pour aller à la gare à laquelle se trouve son université pour suivre les cours de l'après-midi. Et pendant que la jeune Ino était à vélo, il y avait un des jeunes garçons qui avait été contacté pour mettre fin à la vie de la fille qui était en voiture et qui la suivait. Quand elle a garé son vélo à la gare, il a pris un couteau, l'a poignardé, l'a mis dans ses côtes et a poignardé une deuxième fois au niveau du cœur, et c'est ainsi que la jeune fille est décédée. Au décès de la jeune fille, la police de la région a tout fait pour lancer une campagne de désinformation en traitant la jeune fille d'une jeune fille volage et pour que personne ne tourne le regard sur la police en se demandant mais qu'est-ce que la police a fait, pourquoi la police n'a rien fait. Heureusement qu'un jeune journaliste de bonne volonté et de bonne foi va décider lui-même de mener son enquête. Il va découvrir toutes les magouilles, la vraie histoire. Il va donc rédiger cette histoire. Il va la publier. Il la publiera et on va donc arrêter tous les meurtriers. Quand nous parlons de tous les meurtriers, le meurtrier et tous ceux qui étaient impliqués, c'est-à-dire Komatsu et son frère, le directeur d'un des salons de massage, les deux jeunes qui avaient été employés et près de 6 autres personnes. Donc en tout, 12 personnes ont été arrêtées pour le meurtre de cette jeune fille. Cette jeune fille a été tuée parce que Komatsu l'aimait, mais elle ne l'aimait pas. La question que je me pose, est-ce que vous avez déjà pensé à faire ça, à tuer quelqu'un parce que la personne ne vous aime pas alors que vous l'aimez tellement? Ça semble vraiment disproportionné, ça semble vraiment fou, mais bon, voilà. Donc, c'est ainsi que l'histoire s'est terminée. La police, bien évidemment, a reçu des sanctions pour n'avoir pas fait son travail comme il le fallait. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire. Seriez-vous prêt à tuer quelqu'un parce que la personne ne veut pas être avec vous? Donc, voilà, j'espère que vous aurez plu. Bisous, bisous. C'est ici que cette histoire s'arrête. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous ne l'avez pas fait au début et surtout de commenter. À plus.